Voilà, elle est là, elle est formidable, elle est racieuse, elle est courageuse. Zineb El Razoui, tu as la parole. Merci à tous d'être venus. Je suis très contente de voir certains que je ne pensais pas voir, des vieilles copines de lutte, voilà. Mais en même temps, c'est très logique qu'elles soient là. Atika, Fauzi, tous ceux que, voilà, Marika et toutes les amies, Bernard qui vient de loin. Mais merci surtout à Patrick d'avoir pour tous les mots très gentils qu'il a dit sur moi. Et aussi pour avoir organisé cette rencontre et pour m'avoir permis de m'exprimer ici. Alors moi, je n'ai pas vraiment préparé de discours, de texte. J'ai simplement pris des notes là en étant assise ici pour ne pas perdre le fil de mes pensées. Mais j'ai préféré vous parler de vous raconter spontanément les choses, ce qui se passe en ce moment, les choses comme elles viennent. Donc je m'appelle Zineb El Razoui, je suis journaliste, j'ai 33 ans, je suis française et marocaine. Née au Maroc, où j'ai commencé à exercer où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, jusqu'aux études universitaires que j'ai faites en France. Et j'ai commencé à exercer le métier de journaliste au Maroc et surtout à y défendre la laïcité et l'égalité homme-femme. Ces combats-là, évidemment, m'ont mené à une confrontation très rapide avec le régime marocain, puisque le Maroc n'est pas un pays laïque, c'est une théocratie islamique où la légitimité politique s'exerce au nom de la religion. Donc lorsqu'on y défend, lorsqu'on y commet un acte laïque, lorsqu'on y défend la laïcité, on se retrouve à la fois entre les islamistes, mais la répression s'exerce par le régime lui-même, puisque le socle, la légitimité du régime marocain, elle vient du ciel, d'Allah et du prophète. J'avais fondé au Maroc un mouvement qui s'appelait le Mali, le mouvement alternatif pour les libertés individuelles, qui luttait contre toutes les lois d'inspiration religieuse, les lois liberticides dans le code civil marocain, qui interdisent par exemple les rapports sexuels en dehors du mariage. C'est puni de prison au Maroc, qui interdisent par exemple la laïcité, l'homosexualité, pardon, qui est aussi puni de jusqu'à 3 ans de prison au Maroc, qui interdisent de manger publiquement pendant le ramadan. Et ça vaut jusqu'à 6 mois de prison au Maroc. Et d'ailleurs, la première activité de ce mouvement, c'était d'organiser un pique-nique public pendant le ramadan, ce qui nous a valu une arrestation et d'être traités comme des moins que rien. Voilà. Et je voulais dire, je parlais de ces combats-là parce que ce sont ces combats-là qui m'ont mené à Charlie Hebdo. Il me semble que personne à Charlie Hebdo n'a jamais lu mon CV. Je pense que la plupart des collègues ne connaissent même pas mes diplômes. Et j'ai encore moins rédigé une lettre de motivation. D'ailleurs, je ne pense pas que quiconque à Charlie Hebdo ait jamais envoyé un CV ou une lettre de motivation pour être embauché. Ce sont mes combats pour la laïcité, pour la liberté. Ma perception du journalisme que j'ai appris à faire dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté tout court. Donc, j'ai commencé à faire, j'ai appris le métier à une école qui était très dure, qui était en fait où on apprenait une forme de journalisme de combat, forcément, parce que faire son métier en son âme et conscience devenait un combat, une lutte. C'est ça qui m'a amené à Charlie Hebdo. C'est grâce à ces combats-là que j'ai rencontré cette formidable équipe et que j'ai été embauchée. En même temps, je ne voyais pas à ce moment-là qui d'autre, à part Charlie, aurait bien voulu embaucher une journaliste qui avait commencé au Maroc, qui avait plusieurs polices sur le dos, plusieurs polices marocaines sur le dos, et qui était contrainte à l'exil, et avec tous les problèmes que j'avais à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis menacée de mort.
Ce n'est pas la première fois que je suis menacée de mort. Je l'ai déjà été dans le passé. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que me tuer est devenu quelque chose d'obligatoire. C'est une obligation pour tous les musulmans, je cite, tous les musulmans dans le monde, de me tuer. Ça, c'est dit par les exégètes en fait, de Daesh. Cette campagne a commencé le 18 janvier, tout de suite après cette formidable élan « Je suis Charlie », où beaucoup ont cru voir un mirage, ont pensé que c'était que cette formidable mobilisation qu'il y avait eu signait la fin de quelque chose, signait la fin d'un cauchemar pour ce journal et pour les gens qui défendent la liberté en France, en fait. Pour nous, à Charlie, pas que pour moi, pour un certain nombre de collègues aussi, le cauchemar ne fait que commencer. Le 18 janvier, jour de la sortie du numéro, de ce qu'on appelle le numéro des survivants, avec le prophète en une, j'ai d'abord reçu une lettre de Daesh qui me disait « Tu as miraculeusement échappé à l'auguste attaque de Paris où tes frères en athéisme ont péri. » Tout ceci était rédigé en arabe classique avec versets coraniques bien choisis. Mais si nos lions ont péri, d'autres lions te guettent ardemment et nous jurons que nous ne fermerons plus l'œil avant de séparer ta tête de ton corps. Une vidéo a été mise en ligne sur YouTube, publiée par un groupe qui s'appelle les Anonymous Jeunesse de l'Islam. Après, donc on voit un homme masqué avec une voix automatique. Après avoir dit et répété que l'islam était une religion de paix et d'amour, il dit, mais toutefois l'islam est clair, les personnes qui insultent le prophète doivent être tuées, donc Zineb El Razoui, tu es condamné à mort bientôt. Enfin, il n'a pas précisé quand, mais en tout cas c'est bientôt. Ensuite, il y a quelques semaines, une terrifiante campagne massive, publique et collective, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 7500 tweets qui ont duré sur plusieurs jours sur Twitter, qui, je le rappelle, est une boîte cotée en bourse, mais qui, pendant plusieurs jours, a relayé un appel massif et collectif au meurtre contre moi, en 2 hashtags. Le premier, les hashtags, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ce sont des espèces de mots-clés qui permettent à tous les internautes, à travers différents réseaux, de retrouver le même sujet. Donc le premier hashtag disait « Obligation de tuer Zineb El Razoui pour venger le prophète », et le deuxième hashtag disait « Localiser Zineb El Razoui pour la tuer ». Le lieu de travail de mon mari au Maroc a été révélé. Il a dû quitter son travail depuis. Ses photos, son identité. Il a également été condamné à mort. Il a dû quitter son travail, son milieu, ses activités du jour au lendemain pour me rejoindre ici en France. Pour ma part, j'ai dû commencer à vivre cette vie que Patrick vous a décrite, cette vie que je vis là pour l'instant, et qui pose aussi des problèmes dans le moyen et long terme, parce que avoir cette épée de Damoclès sur la tête, c'est se poser des questions aussi simples que est-ce que j'ai le droit de faire des enfants? Est-ce que j'ai le droit de me projeter? Est-ce que je vais vivre en permanence avec mes officiers de sécurité, dont certains sont dans la salle et que je salue d'ailleurs et que je remercie pour leur patience et leur gentillesse? Est-ce que je vais vivre avec des officiers de sécurité ad vitam aeternam? Est-ce que cette menace va se concrétiser? Est-ce que j'ai le droit de faire comme nous faisions avant à Charlie Hebdo? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de refouler la menace? Je ne peux pas m'empêcher évidemment de penser à mon ami Charb, qui vivait sous protection aussi, mais qui refoulait en permanence la menace, comme nous tous, jusqu'au jour où cette menace s'est réalisée dans la pire des formes, dans le plus cauchemardesque scénario. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas prendre toutes ces menaces au sérieux. Alors pourquoi je suis menacée? Je suis menacée parce que, je ne sais pas, parce que je suis une femme, parce que je parle sans doute arabe et je connais l'islam mieux que les frères Kouachi, pourtant je suis athée. Mais j'ai lu le Coran, je l'ai appris bien mieux que la plupart de ces jeunes cons qui pensent venir nous apprendre. Et pourtant je suis athée, j'ai complètement pris mes distances avec cette religion depuis de longues années. Parce que je vais sur le terrain des intégristes, parce que j'ai fait un livre avec Charb sur la vie de Mahomet que j'ai écrit, parce que je suis allée fouiller dans les vieux textes, parce que j'ai un discours qui n'est pas un discours qui se voit la face,
parce que je pense que le président de la République, lorsqu'il dit après les attentats de Charlie, tout ceci n'a rien à voir avec l'islam, je pense qu'il se trompe. Je pense que ceci, enfin j'ai envie de lui dire, ça a à voir avec quoi? Avec le bouddhisme. Parce que je suis aussi le contre-exemple de tous ceux qui viennent pleurnicher sur l'islamophobie, en voulant nous faire croire que les musulmans sont une race, et en fait qu'ils veulent, et qu'ils sont une espèce de bloc monolithique, qui pensent tous la même chose et qu'on devrait considérer perpétuellement comme des victimes. Alors justement, aujourd'hui je voudrais pousser un coup de gueule contre cette imposture intellectuelle que l'on appelle l'islamophobie. L'islamophobie, c'est quoi? On veut nous faire croire, on veut nous faire avaler que la critique légitime d'un dogme religieux qui pour moi, c'est mon avis, et je le dis, qui pour moi sont des élucubrations d'un autre âge, on veut nous faire croire que la critique légitime d'un dogme religieux écrit dans le désert il y a 15 siècles, c'est du racisme. Expliquez-moi quel est le raccourci intellectuel qui consiste à dire que ça, que critiquer une religion écrite il y a 15 siècles, c'est du racisme. On veut nous faire croire que la critique des idées équivaut à la critique des personnes. On veut nous faire taire en nous disant « mais vous devez respecter la religion ». Moi, personnellement, je respecte les individus. Je respecte les gens, je respecte l'être humain, quelle que soit son origine, quelles que soient ses croyances, je le respecte s'il est digne de respect d'abord. Mais les idées, je ne les respecte que si je le souhaite. Et puis d'abord, pourquoi je dois respecter la religion? Elle me respecte, elle? Est-ce que la religion me respecte en tant que femme, en tant que libre penseur? Non, la religion dit que moi, je devrais normalement, on devrait me couper la tête. Et d'ailleurs, ceux qui disent que tout ceci n'a rien à voir avec l'islam se trompent. Parce que les 4 écoles de jurisprudence islamique sont très claires. Toute personne qui insulte le prophète doit être assassinée, doit être tuée. C'est ce que disent les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite, en sachant que la notion d'insulte est très très vague, très vaste, n'est pas du tout claire. Alors je cite les exégètes. Ils disent par exemple, si l'on dit que son visage est noir, c'est considéré comme une insulte, donc il faut tuer. Si l'on dit par exemple que son habit est sale, c'est une insulte, il faut tuer. Sans donner l'occasion à la personne de se repentir. C'est ce que disent les exégètes musulmans. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui que tout ceci, toutes ces querelles exégétiques ne sont pas notre problème. Ce n'est pas mon problème, je m'en fous de ce que dit l'islam. Parce que nous avons quelque chose, nous avons un outil merveilleux qui s'appelle la laïcité. Et c'est sur cette laïcité-là que je voudrais conclure. Je voudrais dire que les ennemis de la laïcité, les adversaires de la laïcité, ne s'opposent pas à la laïcité parce qu'ils veulent défendre la religion. Ils s'opposent à la laïcité parce qu'ils veulent gouverner au nom de la religion. D'ailleurs, la laïcité n'est-elle pas le meilleur garant de la liberté de culte? Dans toutes les théocraties du monde, est-ce qu'on a la liberté de culte? Est-ce qu'en Arabie Saoudite, on a le droit d'ouvrir une Bible, d'avoir une Bible ou d'ouvrir une charcuterie ou d'avoir un autre culte que le culte obligatoire imposé par l'État et par la police religieuse? On n'a pas le droit. Donc c'est bien dans les pays laïques que la liberté de culte s'exerce. Mais en même temps, on ne peut pas réduire la laïcité à sa portion congrue, qui est celle de la liberté des cultes. La laïcité, c'est tout simplement... C'est encore plus vaste et plus simple que ça, c'est tout simplement l'outil juridique qui permet une universalité de droit entre toutes les personnes, quels que soient leurs horizons. Mais ici en France, ceux qui n'ont pas d'outils, qui n'ont pas de moyens de faire taire, de museler la laïcité et de fermer la bouche à ceux qui défendent la liberté et qui défendent ces idées-là, ils n'ont d'autre outil que celui de l'islamophobie, de cette imposture intellectuelle inventée de toutes pièces pour nous dire « vous dites ça, vous êtes un raciste. Vous dites ça, vous êtes un raciste. » C'est ce qu'on a dit de Charlie Hebdo jusqu'au jour où on a découvert qu'à Charlie, il y a aussi des personnes justement issues je n'ai pas envie de dire des communautés, puisque je ne reconnais aucune communauté dans ce pays. Je ne vois pas ce que cela veut dire. Sincèrement, c'est un mot que je ne comprends pas. Mais
ceux justement contre lesquels on accusait Charlie d'être raciste, des gens comme moi par exemple, eh bien faisaient aussi partie de cette équipe. On a découvert que c'était un monsieur qui était algérien qui corrigeait le français à l'équipe de Charlie. Donc voilà, cette accusation de racisme ne tenait pas. On a dit que les gens de Charlie l'ont cherché, comme l'a signalé Patrick tout à l'heure. Donc, d'accord, ok. Nous, on est l'antre de Satan, on est l'antre du diable, nous l'avons cherché. Ok. Et Frédéric Boisseau, l'agent d'entretien qui travaillait dans l'immeuble et qui ne savait probablement même pas que Charlie Hebdo se trouvait dans l'immeuble, il l'a cherché aussi. On a tout simplement affaire à des criminels, à des gens qui tuent aujourd'hui à Paris les gens de Charlie Hebdo parce qu'on représente le summum de l'irrévérence à l'égard de leurs croyances. Mais ces gens-là, ce sont les mêmes qui tuent au Nigeria, ce sont les mêmes qui tuent en Irak et en Syrie, qui tuent des gens parce qu'ils ont bu une bière, parce qu'ils ne se sont pas couverts les cheveux, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont différents, parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des homosexuels. Donc, c'est un message que j'aimerais expliquer à tous les idiots utiles de ce discours-là, à tous ces gens, à tous ces intellectuels, entre guillemets, qui pendant des années ont contribué à conspuer Charlie Hebdo, à donner une légitimité aux intégristes qui sont venus décimer l'équipe de Charlie Hebdo. Pendant des années, ils leur ont donné une caution intellectuelle en disant qu'effectivement Charlie Hebdo n'était pas digne de s'exprimer dans un pays comme la France. Ce que je voudrais dire, pour conclure, c'est que tous ceux qui veulent nous fermer la bouche en nous accusant d'être des racistes parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de nous fermer la bouche dans un pays comme la France, j'aimerais leur dire d'abord, pourquoi ne vous indignez-vous pas de la pire caricature qui est faite de votre religion, qui est faite par les intégristes? Pourquoi vous n'êtes pas aussi fervents défenseurs de la liberté de culte et de conscience dans les pays où il y a une religion d'État que vous voulez devenir des défenseurs de l'interdiction du blasphème? Ce sont des gens qui se battent pour nous interdire de blasphémer ici, mais qui ne se battent pas pour défendre la liberté de culte, la liberté des autres, ne serait-ce que des autres religions, dans les pays où il y a une religion d'État. Et enfin, j'aimerais leur dire, si aujourd'hui, vous voulez nous expliquer que critiquer l'islam, c'est du racisme, eh bien moi, qui suis né dans cette culture, qui ai connu les affres de la théocratie, qui sait ce que c'est de naître avec la moitié des droits avec lesquels un homme est né, qui sait ce que c'est d'être une citoyenne de seconde zone, un sous-homme en fait. Une femme est un sous-homme dans les pays où l'islam s'applique, puisqu'elle hérite la moitié, puisqu'elle n'a pas les mêmes droits, elle n'a pas l'âme, elle a peut-être une âme qui est quoi, c'est d'un chien ou d'un chat. Eh bien, moi, je vous dis que le racisme, c'est justement la posture des gens, j'appellerais ça les islamo-gauchistes, qui préfèrent dire non, 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 vous savez quoi, ces gens-là, on va les laisser faire leurs coutumes, on va les livrer à leurs coutumes, on va accepter qu'ils vivent des choses que nous ne voudrions pas vivre, contre lesquelles nous... Mais puisque c'est eux, ils sont différents, alors laissons-les voiler leurs femmes, laissons-les se comporter comme ils le font, parce que nous ne voulons pas être taxés de racisme. C'est justement ça le racisme. Le racisme, c'est justement de dire que parce qu'on appartient à une communauté, parce qu'on porte un nom ou un prénom, on est incapable d'universalité, on est condamné à être régi par sa coutume, par des lois moyenâgeuses, on est incapable d'universalité. Ça, c'est ce qu'il y a de plus raciste et il est temps qu'on le dise et qu'on le défende. Voilà, je vous remercie.